Bonjour à tous. Donc moi je vais vous introduire un tout petit peu les enjeux du thème sur lequel nous allons débattre ce matin. Thème qui est, je crois, d'une grande actualité, même s'il n'est pas tout à fait neuf. Je crois que le confinement que nous avons vécu, les confinements que nous vivons, ont remis un peu sur le devant de la scène la question de l'opportunité ou non de monétiser ces contenus et ces dispositifs numériques. Ayant une approche plutôt d'historienne, je suis revenue d'abord sur une toute petite chronologie. Voilà, où j'ai essayé de sélectionner les grandes étapes des dispositifs numériques utilisés en musée, hein, où on voit tout de même que nous inscrivons quand même dans une histoire assez ancienne, puisque la première bonne interactive a quand même 35 ans, et que la première exposition virtuelle, parce que je crois qu'il sera beaucoup question d'exposition virtuelle dans les paroles qui seront prises par la suite, a tout de même 25 ans. Donc on peut voir aussi le chemin qui est parcouru, qu'il est aujourd'hui assez idoine de se poser la question de savoir comment on va plus loin dans l'offre, dans la diffusion et évidemment dans son financement, condition sine qua non de sa création et de sa production. Voilà, donc on voit une évolution petit à petit vers aussi de plus en plus de démocratisation, de plus en plus d'utilisation d'intermédiaires que sont YouTube depuis déjà 2007, Twitter, Facebook 2008 aux abattoirs de Toulouse. A priori, j'ai, je crois, retracé les premières interventions. Peut-être que certains, j'ai grillé la priorité de certains, c'est possible, je vous prie de m'en excuser si jamais certains musées étaient présents auparavant sur les différents fournisseurs que je cite ici. Et on voit la grande dernière mode, si j'ose dire, depuis 2018 et qui a beaucoup explosé pendant le confinement, que sont les podcasts, hein, où Pompidou était assez pionnier sur cette question. Donc, une fois qu'on a retracé je n'ai pas la main sur le PDF, par contre, sur le PowerPoint, Antoine. Ah si, voilà. Du coup, je l'ai deux fois. Donc, une fois qu'on a placé cette chronologie, on se rend compte que la crise aujourd'hui pose un certain nombre de questions sur le développement de ces dispositifs numériques. On a vu à quel point il y avait une envie et une soif incroyable de culture, donc toute culture confondue, hein, pas spécialement patrimoniale, pendant le premier confinement. Au même moment où le gouvernement nous expliquait que nous étions une activité non essentielle, on a vu quand même une volonté de s'enrichir et de se remplir par la culture, qui est, à mon sens, notre lien à notre humanité et qui nous permettait de mieux traverser cette crise inédite par de nombreux enjeux. Et donc cette crise a en même temps révélé la valeur incroyable que pouvaient avoir ces contenus numériques et ces dispositifs. Cette opportunité s'est faite, à mon sens, en deux temps. Il y a eu d'abord un premier temps de besoin de répondre aux attentes du public, qui, en fait, dans sa totalité, est devenu empêché du jour au lendemain. Donc la fermeture des musées a fait décoller les propositions numériques. Il y a eu ce temps d'adaptation au mois de mars, évidemment, puisque tout le monde était avec les moyens du bord et tout s'est fait dans la précipitation. Mais très vite, on a assisté quand même à des propositions très riches et très intéressantes, qui permettaient de garder le lien avec son public. Petit chiffre comme ça, sur le Louvre, par exemple, pendant le premier confinement, donc mars-avril, ils ont recensé plus de 10 millions de visites sur leur site. Soit c'était 2/3 de la moyenne annuelle ordinaire, ce qui montre quand même le boom qu'il y a eu à ce moment-là. Et sur ces 10 millions de visites, on en a 77% qui sont non francophones. Donc, on s'est rendu compte que finalement, ce n'était pas forcément les Français qui allaient venir, et ça correspond à peu près à la proportion de leur public, puisque 80% du public du Louvre est étranger. Donc, on voit à quel point il y a eu un besoin à ce niveau-là et qu'il fallait y répondre. Puis est venu le temps de la réouverture, avec un certain nombre de contraintes sanitaires que vous connaissez tous parfaitement. Et là, il a fallu répondre à ces contraintes-là. Et donc, on s'est trouvé face à un besoin de trouver des solutions alternatives, enfin la question des audioguides, des fiches de salle, des tablettes tactiles et autres, qu'il n'était plus question d'utiliser, hein, et donc d'utiliser plutôt des technologies embarquées. Et donc, petit à petit, si le frein psychologique par rapport au contenu numérique a été levé, qu'on s'est rendu compte aussi de leur incroyable potentiel, il y a encore aujourd'hui un frein budgétaire.
Je vous ai mis quelques exemples voilà, qui sont des fourchettes, hein, évidemment, selon les contenus, selon ce qu'on veut, selon les prestataires aussi, les prix peuvent varier, mais globalement, ça donne un ordre d'idée quand même d'un coût assez important, puisque pour une expérience en réalité virtuelle, on est entre 200 000 et un demi-million d'euros. Pour une application, 15 à 60 000 euros. Voilà, un MOOC, 50 000 euros. On est sur des investissements non négligeables qui, du coup, demandent un plan de financement digne de ce nom et derrière aussi un retour sur investissement qui permette de pouvoir aller plus loin sur d'autres expériences et multiplier les dispositifs. Paradoxalement, si on a en France une gratuité globale des dispositifs numériques, on a même par exemple à Nancy en 2018, leur audio guide sur place était payant et ils l'ont remplacé par un contenu numérique via un dispositif embarqué qu'ils ont mis gratuit. Donc on a cette espèce de frein psychologique à faire payer les contenus numériques et pourtant je vous ai mis ce graphique qui sort d'une étude Adopi un peu plus tôt dans l'année, qui montre qu'il y a globalement une consommation assez naturelle des Français de recourir à des offres culturelles tarifées en dehors du champ patrimonial. Donc, je vous ai mis pour ceux, je ne sais pas si on voit très très bien parce que c'est assez petit, hein, le palmarès, c'est la musique en premier lieu, donc via des fournisseurs d'accès type Deezer, Spotify et autres, où on a 2/3 des internautes de plus de 15 ans qui payent de la musique en ligne. Par rapport à 2019, voilà, entre le confinement et 2019, ça a pris quand même 7 points, ce qui montre aussi une espèce d'arrivée encore plus massive dans les habitudes. En deuxième position, on a l'habitude de payer aussi les films en streaming et autres. Pour la moitié des internautes, viennent ensuite les séries, la photographie, la presse numérique, les jeux vidéo. Tout en bas de l'échelle, on a les livres et les retransmissions sportives. Mais on voit que globalement, on n'a pas sur ce palmarès la question des contenus pédagogiques en musée, alors même que c'est assez rentré dans les habitudes que de payer un contenu culturel, une consommation culturelle en ligne. On le voit, près de la moitié des consommateurs des biens culturels dématérialisés ont payé pour accès, pour la moitié aux livres, un quart à la musique et plus des 2/3 pour les films et les vidéos. Globalement, l'étude Adopi montre qu'on est plutôt sur une tranche d'âge assez jeune, entre 25 et 39 ans, et plutôt évidemment des CSP+. Mais on constate qu'il y a quand même un vrai potentiel, puisque le panier moyen mensuel, en 2018, non, ils n'ont pas pu encore faire l'étude pour 2020, mais a priori, je pense qu'on peut tous tabler sur une augmentation de ce panier mensuel moyen, où on est autour de 11 euros. Donc, il y a un potentiel de développement qui est assez important. Donc aujourd'hui, nous allons soulever un certain nombre de questions, de savoir si déjà ce numérique peut-il rapporter de l'argent dans l'univers patrimonial. Donc je vous disais, on est globalement sur une question gratuite à l'heure actuelle. Faut-il savoir aussi si les musées et monuments sont égaux face à cette perspective financière? Un petit chiffre, on a en 2012, pardon, le musée des Beaux-Arts de Lyon avait créé une application pour son exposition Émile Guimet qui avait été téléchargée que 600 fois. Cette année, le Louvre a créé une application en réalité virtuelle pour la Joconde qui, en quelques mois, a été téléchargée à 16 000 fois. Donc voilà, on voit aussi évidemment un décalage en termes de temps qui explique aussi ce gouffre, mais également un décalage sur la notoriété des musées. Donc, je pense quand même qu'on peut tabler sur une certaine inégalité de certains musées, mais qui peut être palliée autrement. On va pouvoir se poser la question aussi de savoir si l'usage numérique, qui n'est plus utilisé que comme un outil de communication, comme on le voyait auparavant sur des Facebook et autres, mais comme un vrai contenu avec une plus-value pédagogique, justifie-t-il sa monétisation? Comment est-ce qu'on peut surmonter le paradoxe actuel d'une ouverture qui est toujours plus large, toujours plus grande et toujours plus gratuite des données? On l'a vu encore avec Paris Musée cet été, qui a ouvert largement ses données, et parallèlement une réflexion sur la tarification des dispositifs numériques. Et est-ce que tarifer un produit numérique va-t-il rajouter une espèce de forme de visite culturelle à 2 vitesses où on va aller à l'encontre des principes de démocratisation culturelle? Petite phrase de fin, je laisserai la conclusion à Jeremy Rifkin, qui est un économiste américain qui avait écrit en 2000 dans L'Âge des succès.
Dans la nouvelle économie, le pouvoir appartiendra désormais aux pourvoyeurs d'accès, aux passeurs, qui exploiteront, transformeront et commercialiseront cette culture sous forme de consommation payante, de loisirs et d'expériences vécues. Voilà, je donne le là sur cette petite phrase de conclusion et je laisse aussitôt la parole à nos différents intervenants. Donc aujourd'hui, nous aurons la chance de parler avec Aurélie Péréten, à la tête du musée de la Grande Guerre de Meaux. Je laisserai ensuite la parole à Nicolas Zubac du mémorial de Verdun, qui nous parlera aussi de ces différentes expériences mises en place. Nous aurons ensuite une intervention à deux voix autour de Magali Mallet et Bruno de du musée Airborne et Discovery respectivement. Ensuite, je laisserai la parole à Amélie de Ronceret d'Artips et leurs différentes propositions toutes digitales. Et enfin, nous aurons Laure Bougon qui nous présentera les différents appels à projets lancés par la direction des patrimoines du ministère des Armées. Donc, je laisse de ce pas la parole à Aurélie qui va nous parler de ses visites guidées à distance qui sont en place depuis 2013 mais qui ont été entièrement refondues grâce ou à cause, je ne sais, du confinement.